l'article 8 qui a rendu obligatoire donc la réalisation d'audits énergétiques réguliers pour certaines entreprises. Mais ça, je vais y revenir plus tard puisque ça a été transposé dans la loi française. Alors, au niveau français maintenant. À l'échelle française, donc il y a une stratégie française pour l'énergie et le climat, qui est notamment, donc il se traduit par la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE. J'espère qu'on va pas trop vous noyer dans des acronymes aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres. Donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle fixe les priorités d'action donc des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie afin d'atteindre les objectifs de la politique énergétique définie par la loi. Donc c'est un outil opérationnel qui est engageant pour les pouvoirs publics et qui décrit les mesures qui permettront à la France de décarboner l'énergie pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce scénario énergétique donc de la PPE, il est aussi en accord avec celui de la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui, on est au deuxième scénario de la stratégie nationale bas carbone. Et pour l'ensemble donc des piliers de cette politique énergétique, on a l'ensemble des énergies qui sont traitées en abordant la question de la maîtrise de la demande, de la maîtrise des coûts, de la promotion des énergies renouvelables et la garantie de la sécurité d'approvisionnement et de l'indépendance énergétique. Et donc ça permet de construire une vision cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution donc souhaitable dans la société française. Alors là, il y a un décret qui est sorti, un décret qui a été publié le 21 avril 2020, qui a donné les objectifs de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc on est sur la période 2019-2028 avec un objectif intermédiaire à 2023. Alors là, c'est pas forcément repris sur le schéma, mais par exemple en termes de consommation finale, donc par rapport à 2012, l'objectif c'est une réduction de moins 7,5% à horizon 2023 et moins 16,5% à horizon 2028. Et puis pour chaque, en fait, donc cette PPE, elle est vraiment, elle va définir très précisément pour chaque type d'énergie quelles sont les différentes évolutions souhaitées en termes de puissance installée ou les consommations. Donc par exemple, je donne quelques exemples. Alors pour éviter de vous noyer de chiffres, je vais simplement vous donner l'horizon 2028. Par exemple, sur le gaz naturel, l'objectif donc 2028 par rapport à 2012, à chaque fois c'est comparé à l'année 2012, c'est moins 22%. Sur le pétrole, on est à moins 34%, et sur le charbon, on est à moins 80%. Je voulais aussi vous donner quelques exemples sur sans donner forcément des chiffres, mais par exemple, en termes d'objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable, la PPE a défini pour 2028 une certaine puissance installée pour l'énergie éolienne terrestre, pour l'énergie radiative du soleil, hydroélectricité, mais aussi l'éolien en mer ou la méthanisation. Donc on voit que il y a tout un tas de productions qui sont définies, de la même façon qu'on va avoir des objectifs en termes de biomasse, de pompe à chaleur aérothermique ou géothermique, de géothermie et de solaire thermique. Voilà un petit peu ce qu'on trouve derrière la PPE. Alors, du coup, j'ai 36 écrans ouverts. Donc vous avez quelques éléments là qui vous donnent quelques graphiques qui vous traduisent ces éléments de façon visuelle. Ensuite, donc récemment, en fin d'année 2019, on a eu la loi énergie-climat qui est parue en France, donc qui a introduit la notion d'urgence écologique et climatique et qui a défini donc un objectif de neutralité carbone pour la France en 2050. Donc en fait, ça veut dire diviser au moins par 6 d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ça c'est aussi alors SNBC2, stratégie nationale bas carbone. Donc il y a 5 axes de réduction, donc pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc d'abord il y a la fixation d'un objectif de réduction de notre consommation d'énergie fossile primaire, donc de 40% à horizon 2030. Donc c'était renforcé, initialement c'était 30%. Donc de réduire la consommation aussi d'énergie finale en 2050, donc de moitié par rapport à la référence 2012. Et avec les objectifs intermédiaires que j'ai indiqués, donc de 7% en 2023 et 20% en 2030.
et aussi donc de fermer les centrales à charbon par un plafonnement donc des émissions de ces centrales à compter du 1er janvier 2022. Donc, ce qui fait qu'il conduira à l'arrêt de leur exploitation. Après, il y a aussi des dispositions complémentaires, notamment pour renforcer la lutte contre les fraudes aux certificats d'économie d'énergie. Alors, on essaiera d'en parler un petit peu dans la présentation de tout à l'heure. C'est un système qui a été très largement utilisé, mais aussi très largement détourné. Quelques points clés là sur la loi énergie-climat donc de novembre dernier. Donc il y a 8 mesures qui ont été identifiées pour réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie. Donc par exemple, les C2E ont été ouverts aussi aux sites qui étaient soumis au système de quotas d'émissions de CO2. Auparavant, ils n'avaient pas le droit de bénéficier des dispositifs de C2E. Après, il y a des mesures qui consistent à identifier donc des nouveaux dispositifs de soutien aux actions de décarbonation ou d'efficacité énergétique de l'industrie dans le cadre des travaux sur le pacte productif 2025. Il y a les audits énergétiques obligatoires qui se voient renforcés avec des nouvelles directives. Avec, par exemple, on doit faire une évaluation technico-économique de la production de chaleur solaire ou géothermique. Enfin, pour répondre à ces objectifs, il va aussi être poursuivi donc les sollicitations des prêts éco-énergie, qui bénéficient aux TPE-PME qui sont distribués par BPI France. Il va aussi être favorisé donc le déploiement des systèmes de management d'énergie, donc type ISO 50001 et des référents énergie dans l'industrie. Alors, voilà. Aujourd'hui, on parle du programme INDUS. C'est vrai que je l'ai pas trop mentionné, mais certains d'entre vous le savent, il y a pléthore de programmes qui visent à mettre en place de l'efficacité énergétique dans l'industrie, mais aussi dans d'autres secteurs. On pourra éventuellement en parler. Et puis donc, il y a aussi l'objectif de réduire donc de 75% la consommation de charbon dans les secteurs de l'industrie d'ici 2028, hors sidérurgie. Alors, il faut savoir que en agroalimentaire, il y a de la consommation de charbon. Alors c'est dans des secteurs très spécifiques, mais notamment dans le secteur de la sucrerie. Il y a énormément de sucreries, de grosses installations qui fonctionnent avec du charbon. Après, donc tout ce qui est TPE, PME, bien sûr, c'est quasiment absent. On n'a plus de charbon, mais voilà, il faut savoir qu'il y a quelques entreprises, et du coup, ce sont des très gros sites industriels qui vont consommer du charbon. Donc, le secteur agroalimentaire est aussi concerné par certaines de ces branches par cette réduction. Les deux points, je les aborde pas spécifiquement parce que ils sont génériques. Il y en a un qui concerne la sidérurgie, et puis après, ça concerne les centrales charbon, mais du secteur de production d'énergie. Alors, au niveau effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une directive européenne donc qui date de 2012 qui a introduit donc l'obligation de mettre en place les audits énergétiques dans les grandes entreprises. Donc ça a été retranscrit en droit français dans le code de l'énergie. Et aujourd'hui, donc les entreprises qui ont des sites de plus de 250 personnes ou qui génèrent un chiffre d'affaires annuel excédant 50 millions d'euros, et dans ce cas dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros, sont obligés de faire donc des audits énergétiques. Alors je crois que de mémoire l'obligation, il y avait un délai qui avait été accordé pour faire les audits. Ça démarrait initialement, c'était pour décembre 2015 et ça avait été repoussé donc à janvier 2016. Ou dans les 6 mois lorsqu'une entreprise est donc nouvellement obligée au préfet de région ou d'implantation du siège social. Donc ces audits sont révisés tous les 4 ans. Donc je sais que François, tu fais toujours des audits réglementaires, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Je sais que François Lucas qui est parmi nous fait ce type. Je remettais mon micro là, excuse-moi. Oui, on en fait toujours, mais c'est un marché très très difficile parce que très très concurrentiel et pour être objectif, ces audits ont perdu complètement de leur valeur. Oui, après il y a des problématiques sur la qualité. Donc, alors ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, donc si je dis pas de bêtises, en principe, il y a une grande part des entreprises qui avaient rendu leur rapport en 2016, qui vont devoir rendre la révision après 4 années pour cette année. Donc c'est vrai que ça crée des vagues.
Voilà, donc quelques petites informations sur ces audits. Donc on transmet les données via la plateforme audit-énergie ADEME. On est exempté, alors ça c'est important, on est exempté si on a mis en place un système de management de l'énergie. Donc ça a permis de pousser aussi la mise en place de l'ISO 50001 dans certaines entreprises qui étaient concernées par ces audits, et c'est plutôt une façon entre guillemets intelligente d'échapper à ces audits plutôt que de faire un audit au rabais pas cher, se lancer dans un système de management de l'énergie. Il y a des sanctions pour ceux qui ne les rendent pas, donc il peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, donc ça peut représenter des très gros montants. Que dire de plus? Donc aujourd'hui, effectivement, on transmet le rapport d'audit à l'administration. Il y a le périmètre qui est retenu doit représenter donc 80% du montant des factures d'énergie. Il y a une méthodologie précise à suivre par la NF EN 16247 avec des experts qualifiés, donc n'importe qui ne peut pas faire ces audits. Voilà. Après là, je passe assez vite. Hein, c'est différents sujets qui doivent être abordés dans les audits. Ce qui est intéressant, c'est que on a là des retours maintenant sur quels sont les principaux postes consommateurs d'énergie dans les audits. Donc là, il y avait eu une étude de Hafner Energy sur un panel de 72 audits énergétiques, dans lesquels il y avait 10 postes de consommation qui avaient été analysés. Et voilà, il ressort que, par exemple, le poste air comprimé représente en moyenne 14% des consommations. Les procédés, on est à 17%. Et après, tout le bloc, donc chauffage, ventilation, clim, on est à 23% des consommations. Donc, ces trois postes à eux seuls représentent plus de 50% des consommations d'énergie sur les sites des grandes entreprises. Et d'ailleurs, donc dans la formation de demain, on va traiter notamment donc d'air comprimé, parce que c'est vrai c'est un constat que l'on fait nous aussi, c'est dans le secteur agroalimentaire, c'est un poste important. Alors là, par exemple, il y a l'éclairage qui est à 13%. Ça, on l'aborde pas du tout parce qu'en agroalimentaire, c'est très rare que l'éclairage soit un poste significatif. Bon, il est plutôt en général inférieur à 10%. Voilà. Et puis donc demain, on parlera aussi du froid et en particulier des chaudières. Alors, un dispositif là, un exemple aussi de dispositifs qui sont mis en place aussi pour rendre l'énergie donc on va dire plus accessible aux électro-intensifs. Donc ça, c'est un dispositif qui permet de réduire le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, donc ce qu'on appelle le TURP, pour effectivement ces sites électro-intensifs. Donc, il faut savoir que sur une facture d'énergie, d'électricité, entre le prix on peut dire que grosso modo le prix de l'énergie se décline en trois tiers. Un tiers, c'est l'achat de l'électron à un fournisseur d'énergie. Un autre tiers, ça va être l'utilisation du réseau. Et le dernier tiers, grosso modo, ça va être les taxes. Alors ces proportions-là varient. Et c'est vrai que pour les électro-intensifs, donc ils vont avoir une réduction des taxes. Alors, on n'a pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais notamment la CSPE, donc la contribution au service public de l'électricité, alors qui est maintenant d'ailleurs a changé de nom, mais c'est toujours l'appellation qu'elle a parce que elle est connue sous ce nom-là, peut être très largement réduite pour un certain nombre de sites en fonction de leur code NAF. Donc ils peuvent avoir des abattements de 75% à peu près. Je crois que son niveau actuel est de 22 € le 0,5 le mégawattheure. Donc ça, c'est ce que paye le particulier. Donc ça fait 2 centimes d'euros le kilowattheure. Donc c'est loin d'être négligeable. Et donc on peut avoir un abattement très fort de cette CSPE. Et puis après, pour les très gros utilisateurs, on va avoir la part réseau qui peut être réduite. Donc c'est encadré. Il y a des critères spécifiques. Donc ça c'est intégré donc dans le code de l'énergie. Il faut une durée d'utilisation du réseau supérieure à 7000 heures annuelles, un taux d'utilisation du réseau en heure creuse supérieur à 44%. Alors là c'est des ou aussi une grande consommation donc supérieure à 500 gigawattheures. Donc 500 gigawattheures, ça on est vraiment sur des très gros sites, mais les deux autres critères peuvent faire en sorte que ça peut s'adresser à des entreprises plus petites mais fortement consommatrices d'énergie. Et donc le taux de réduction d'abattement du TURP peut être très important, jusqu'à 80%. Alors là, c'était des données qui nous ont été transmises par la DREAL PACA, donc par exemple, en PACA,
Il y a une trentaine de sites qui sont bénéficiaires de ce dispositif, dont une station d'épuration. Donc en contrepartie de cet abattement, là par contre il y a vraiment des contreparties importantes. Donc c'est qu'on doit mettre en place un système de certification ISO 50001. Donc il faut qu'il y ait un engagement des entreprises. Et puis après il y a l'entreprise doit s'engager dans des objectifs de performance et les atteindre à horizon 5 ans. Donc voilà. Donc l'objectif et les moyens mis en œuvre donc pour atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui est envoyé pour validation au préfet de région. Donc voilà. Il y a des abattements très importants, mais un engagement quand même très fort des entreprises pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Alors, un petit peu plus ancien, en France, on a aussi la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Alors, elle avait donc cette loi donc qui a été publiée au Journal officiel en août 2015, avec deux objectifs. Donc, c'est contribuer plus efficacement donc à la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de l'environnement. Elle visait aussi à renforcer donc l'indépendance énergétique, tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l'accès à l'énergie à un coût compétitif. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a également des dispositions qui concernent la réduction de l'usage des plastiques. Mais il y a aussi des dispositions qui concernent l'énergie. Et parmi ceux-là, donc, on avait notamment une réduction donc de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Donc ça, c'était effectivement des points de passage de 2030. Et après, on retrouve les mêmes objectifs là, des 50% en 2050 de la réduction de la consommation énergétique finale. Donc on avait une réduction de 30% de consommation des énergies fossiles aussi en 2030 par rapport à l'objectif de 2012. Donc tout ça, c'est cohérent avec la programmation pluriannuelle d'énergie que je viens de vous citer. Et puis donc l'idée étant aussi d'augmenter la part du renouvelable, 32% de la consommation finale en 2030 et 40% pour ce qui concerne la partie électricité. Puisque dans la consommation finale, on a l'électricité, mais on a aussi toutes les autres sources d'énergie. Donc l'électricité est, on va dire, plus contrainte pour la part renouvelable parce que c'est aussi plus facile sur ce secteur-là. Après, il y a des objectifs qui sont aussi, je vous disais, qui ne concernent pas que l'énergie. Par exemple, moins 50% de déchets mis en décharge à l'horizon 2025. Le fait de diversifier la production d'électricité, de baisser la part du nucléaire à 50%, c'est aussi une décision donc qui a été prise dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc qui conduira donc à fermer des centrales nucléaires. Quelques éléments donc sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc il y a aujourd'hui 50% donc de l'énergie consommée en France sert à la production de chaleur. Donc il y a des leviers pour réduire de 30% cette consommation donc en 2035, notamment en travaillant sur la rénovation du bâti. Donc là on vous donne des objectifs généraux qui sont loin de ne concerner que l'industrie agroalimentaire ou l'industrie en général, puisqu'il y a les transports qui sont aussi touchés, avec notamment les trajets domicile-travail, le transport de marchandises, tout ce qui est alternative aussi à la voiture individuelle, avec l'encouragement donc du covoiturage, de l'usage du vélo. Aussi l'aménagement des horaires de travail, enfin bref, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. La consommation industrielle aussi doit être maîtrisée, donc là il y a un petit point pour la notion pour l'industrie. Et puis il y a on a vu une forte évolution du mix énergétique qui est demandée, d'une façon globale par une réduction des consommations de pétrole, dans une moindre mesure aussi celle du gaz et de l'électricité, et un fort développement des énergies renouvelables pour la chaleur, mais aussi pour le carburant. Donc on voit que là on a des objectifs, donc par exemple la consommation d'énergie finale par vecteur en térawattheure, donc là c'est le schéma qui est tout en bas à droite de votre écran, où en 2015 on est à une consommation d'énergie finale qui est d'environ 1700 TWh, qui va descendre à 1200 TWh à l'horizon 2035, avec une partie verte, donc tout ce qui est chaleur et carburant renouvelable qui va fortement augmenter, et puis le reste qui va diminuer. Alors avec, vous voyez, des réductions qui sont plus ou moins importantes. Le pétrole est amené à fortement réduire, le gaz un petit peu, l'électricité légèrement également. Et puis le charbon va aussi réduire,
c'est moins visible parce qu'il représente déjà une part assez faible aujourd'hui dans la part de la production d'énergie en France. Voilà. C'est quelques schémas qui permettent de visualiser la réduction de la demande en énergie finale. Donc, à horizon 2022, on doit être à horizon 2050, on doit être à 82 mégaTEP, donc ce qui fait moins 45% par rapport à 2010. Alors à chaque fois, il y a des références qui changent. Bon, l'idée, c'est plus d'efficacité énergétique, moins de fossiles et plus de renouvelables. Donc si je m'intéresse uniquement en termes de facteurs clés à la partie industrie, donc en bas à droite de l'écran, donc c'est une production énergétique plus économe avec une poursuite des modernisations, la valorisation des énergies fatales. Donc ce qu'on appelle l'énergie fatale, c'est les énergies qui sont perdues. On parle notamment de chaleur fatale sous forme de chaleur, donc qui pourrait être valorisée sous forme de chaleur ou d'électricité autoconsommée, l'intégration d'équipements éco-conçus, une meilleure organisation, avec par exemple un apport aussi du numérique, de capteurs de nouvelle génération, le développement des systèmes de management et une approche en flux, énergie, déchets, matière, eau, une approche un peu plus générale. Il y a aussi une modification bien sûr du mix énergétique. On l'a vu avec la disparition du fioul au profit du gaz ou de la biomasse et des CSR, donc les CSR qui sont les combustibles solides de récupération. On pourrait aussi ajouter la forte réduction du charbon. Voilà. Alors ça, il y avait une étude ADEME qui avait été menée, donc je crois en 2015, enfin, ou dont les résultats en tout cas ont été publiés en 2015, qui présentait en fait les gains d'efficacité énergétique, donc par branche, à l'horizon 2035 par rapport à 2013. Donc c'était hors usage de matières premières. Donc pour ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, il avait été identifié un gain d'efficacité énergétique d'à peu près 30%, dont 20% pouvaient être attribués à des solutions éprouvées, 6% à l'innovation et seulement 3,6% donc à en fait de l'amélioration organisationnelle. Ça reste des études. Je pense qu'en 2013 par rapport à l'horizon 2035, à mon sens personnellement, je pense sincèrement que le gain d'efficacité énergétique potentiel est plus important, notamment effectivement par la solution éprouvée, mais aussi par l'innovation, parce qu'il y a des très forts potentiels sur certaines technologies. Après, il y a des enjeux là de coûts qui sont aussi et de rentabilité et de capacité d'investissement des entreprises qui sont des facteurs qui peuvent être très limitants. Et c'est l'objectif de ces deux, notamment d'y répondre. Voilà, j'arrive à la dernière partie de cette petite revue réglementaire avec un petit focus un peu spécifique. Alors, on va parler de la directive F-Gaz, mais avant d'aborder la directive F-Gaz en particulier, un petit rappel qui me semble intéressant. Donc, on va parler plus spécifiquement des fluides frigorigènes, donc, et en particulier donc les CFC et les HCFC, donc qui sont encore aujourd'hui très largement utilisés dans les systèmes de production de froid, sont considérés comme de puissants gaz à effet de serre. Et alors ça c'est le mal qu'on leur voit aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est loin d'être nouveau, puisque le protocole de Montréal en 1987 avait déjà visé à réduire donc les fluides frigorigènes fluorisés, donc c'était à l'époque les CFC, puisqu'ils avaient un impact négatif sur la couche d'ozone. Donc ça, c'était en 1987. Et ce protocole a été mis en place avec des objectifs de réduction qui fait que... Alors aujourd'hui, je pense qu'en Europe, les CFC, à part pour des applications peut-être très spécifiques, ont à peu près disparu. Et ils ont été remplacés notamment par les HCFC. Oui. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte a posteriori que ces HCFC, eux, avaient un impact très important et supérieur aux CFC, souvent sur l'effet de serre. Donc c'est ainsi qu'est né le protocole de Kyoto 10 ans plus tard pour réduire l'usage de ces HCFC. Alors après, il y a des choses qui ont été reprises en droit français, notamment dans le code de l'environnement, avec par exemple des attestations de capacité, donc pour toutes les entreprises qui manipulent des fluides frigorigènes ou qui travaillent donc sur l'installation sous pression de fluides frigorigènes. Et puis à l'échelle européenne, on a le règlement F-Gaz qui est sorti donc en 2014 et qui est entré en vigueur au 1er janvier 2015.
et notamment donc qui interdit la recharge en gaz fluoré pour ceux qui ont un GWP. Donc, alors ça c'est l'acronyme anglais, c'est Global Warming Power, ou en français on va parler de PRG, pouvoir de réchauffement global, donc qui est supérieur à 2500. Donc quand on parle de 2500, c'est en kilo équivalent CO2. Donc aujourd'hui, une installation qui a plus de 40 tonnes équivalent CO2 ne peut plus utiliser de fluide frigorigène qui a un PRG donc supérieur à 2500. Donc par exemple, là, Yvan, il y a un fluide. Yvan, si je peux me permettre, sur la partie, tu as commencé par incriminer les CFC et les HCFC. Tous les deux, ils se mettent dans le même panier. Ils étaient visés par Montréal, si tu veux. Tous les deux, d'accord. Et c'est ensuite sont apparus les HFC. Parce que le C, il veut dire chlore. Et puis c'est le composé chloré qui était mis en cause dans la description de la couche d'ozone. Effectivement. Et donc maintenant, on n'a que des hydrofluorocarbones, donc les HFC. Voilà. Merci Cyril pour cette précision importante, effectivement. Donc le 404 qui est effectivement un HFC. Donc voilà, une installation aujourd'hui qui a plus de 10 kg qui a plus de 10 kg de R404 contient donc un contenu supérieur à 40 tonnes équivalent CO2. Avant de rentrer plus en détail sur le contenu du règlement F-Gaz, je voulais aussi préciser que il y a énormément d'autres réglementations qui s'appliquent, donc qui peut être en lien avec alors soit les fluides frigorigènes, mais aussi qui peuvent toucher l'énergie de façon plus globale. Donc par exemple, le NH3 est aussi soumis à la réglementation ICP, donc l'installation classée pour la protection de l'environnement, avec des restrictions, des dispositions à prendre pour on va dire, réduire les risques de son utilisation. Tout ce qui est équipement sous pression, alors peut concerner, alors c'est pas spécifique aux installations de production de froid, mais elles peuvent être soumises, donc ça aussi ça fait partie des réglementations qui sont appliquées par exemple sur le froid. Et puis je voulais aussi rappeler que les entreprises qui sont soumises à la directive IUD, donc c'est une directive européenne pour Industrial Emission Directive, sont soumises au BREF énergie, donc doivent mettre en place les meilleures techniques disponibles. Donc ça va concerner par contre vraiment uniquement les très gros sites. De mémoire, je crois que c'est pour ce qui est des produits végétaux qui rentrent autour de 150 à 300 tonnes de matière par première. Donc, je vais vous présenter en quelques mots la directive F-Gaz. Alors, je parle sous le contrôle d'experts comme celles qui la connaissent, je pense bien mieux que moi. Mais effectivement, donc cette directive a été adoptée comme une feuille de route pour réduire globalement les émissions donc d'ici 2050. Donc, elle définit des règles relatives au confinement, à l'utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d'accompagnement. Donc, elle définit donc les conditions à la mise sur le marché de certains produits et équipements contenant des HFC, qui sont aussi très largement répandus aujourd'hui. Et elle va poser des conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés. Et enfin, elle va fixer donc des limites quantitatives, et ça va avoir un effet important pour la mise sur le marché des HFC, notamment sur le prix des fluides. Alors, on va voir une petite slide qui montre en fait, là, le graphique est très parlant, le calendrier donc de la mise sur le marché, donc qui est exprimé en tonnes équivalent CO2. Donc on voit que la référence c'est 2015, et donc par exemple aujourd'hui donc on est sur la période 2018-2020. Donc ça veut dire qu'on ne doit avoir de mis sur le marché que 63% de ce qui pouvait être mis à l'époque en 2015. Donc l'unité de référence c'est bien la tonne équivalent CO2. Donc la quantité de fluide qui est mise sur le marché, ça va dépendre aussi du pouvoir de réchauffement des fluides. Donc après, il y a des fluides en fonction de leur PRG, donc de leur pouvoir de réchauffement global, qui vont pouvoir être mis sur le marché ou pas, en fonction de certaines applications. Là, l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans ce niveau de détail-là. Après, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces fluides sont de plus en plus chers. Il y a des taxes en plus qui sont mises qui arrivent qui conduisent à les renchérir. Donc, ce qu'il faut en retenir,
c'est que aujourd'hui les entreprises ont vraiment intérêt à s'orienter donc vers des fluides plus naturels dont le pouvoir de réchauffement est beaucoup plus faible. Donc si on prend le CO2, comme la référence c'est le CO2 justement, son pRG il est de 1, ou l'ammoniac qui est un fluide naturel qui va se dégrader, qui n'est, alors je pense dont le pRG en tout cas il me semble n'est pas pris en compte, même s'il a peut-être un pouvoir de réchauffement faible, il va avoir une durée de vie limitée dans l'atmosphère. Contrairement au fluide de synthèse, on voit le 404 qui a un pRG qui est quasiment de 4000, ça c'est en raison de sa très grande stabilité dans l'atmosphère. Voilà. Après, l'autre point qu'il faut retenir, c'est qu'on a aujourd'hui aussi à chaque fois des chimistes qui mettent sur le marché à chaque fois de nouveaux fluides, et c'est vrai de nouveaux fluides de synthèse qui permettent de répondre à ces objectifs en termes de pouvoir de réchauffement, mais le fait de s'orienter vers les fluides naturels, c'est quand même des solutions beaucoup plus durables, et on s'affranchit après de la dépendance à un fluide et du risque qu'il y ait une réglementation plus tard qui vienne conduire à l'interdiction de ce fluide, comme c'était le cas typiquement aujourd'hui le 404A, il y a une dizaine d'années, était fortement recommandé pour remplacer les HCFC notamment. Oui, il y a un petit tableau de synthèse que vous pourrez avoir, donc qui reprend notamment l'explication là sur les 40 tonnes équivalent CO2. Mais je crois qu'on en a à peu près fini. Alors, on a voulu mettre ici cette petite slide en récap où il y a effectivement tout un tas de référentiels sur le système de management de l'énergie, les audits. Donc ça me semble être derrière pour avoir, si vous voulez faire un petit peu de vidéo, ça peut être un point intéressant. Alors, on a fini pour cette partie-là. Je vais alors, hop, on va passer maintenant à la partie 2 sur les certificats d'économie d'énergie. Je ne vais pas prendre de retard. Donc là, vous devez avoir à l'écran la partie sur les certificats d'économie d'énergie. Donc on va parler un petit peu de l'origine du dispositif, comment ça marche, quels sont les acteurs, et très rapidement on parlera du dépôt d'une demande, mais l'idée c'est aussi de vous expliquer un petit peu quels sont aujourd'hui les enjeux, ce que doivent connaître les industriels sur cet aspect-là. Donc on revient à Kyoto, donc 1997, il y avait des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, objectifs qui étaient souvent loin de l'atteinte, et en France, donc cela aboutit donc en juillet 2005 à la loi POP, donc loi de programmation des orientations de la politique énergétique, et qui est venue introduire notamment les C2E. Donc les objectifs de cette loi, c'était une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3% par an. Il y avait un objectif de 21% d'électricité d'origine renouvelable en 2010, une réduction de l'intensité énergétique. Et parmi les mesures qui ont été prises, donc il y avait la réglementation thermique notamment, les diagnostics de performance énergétique donc pour les logements, et les certificats d'économie d'énergie. Donc là, on va s'intéresser à ce dernier dispositif. Donc ce dispositif, il repose en fait sur une obligation donc de réalisation d'économie d'énergie, donc imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie, donc qu'on va appeler les obligés, alors qu'ils vendent soit de la vente d'électricité, de gaz, de GPL, de chaleur, de froid ou de fuel domestique, mais aussi de carburant pour automobile. Et ceux-ci donc sont incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients, mais pas seulement, ou d'autres consommateurs d'énergie, donc ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Donc en fait, on a ici un petit schéma qui représente les différentes. Donc on a en haut donc un pôle national des certificats d'économie d'énergie qui va contrôler tout ce système-là. On a des obligés qui sont des vendeurs d'énergie. On a des délégataires qui vont pouvoir accompagner les bénéficiaires qui peuvent être de tout type dans le secteur du résidentiel, de l'hôtellerie, de la santé, de l'école ou de l'industrie avec les usines qui figurent en bas et qui vont donc proposer leurs projets aux obligés. Donc chaque fournisseur d'énergie est un obligé. Pour être précis, il y a quand même ce qui est indiqué en
en quatrième point, il y a un seuil de vente en dessous duquel le fournisseur n'a pas d'obligation. Donc, les énergies concernées sont l'électricité, donc ce que je viens de mentionner tout à l'heure, hein, c'est un petit peu quasiment toutes les sources d'énergie. Et donc, chaque obligé, en fonction du type d'énergie qu'il vend et de son volume de vente, on va lui attribuer un montant de C2E, un objectif à atteindre. Alors, il y a environ 5000 entreprises, 5000 obligés, donc énormément en fait. Et par exemple, les supermarchés qui vendent du carburant font partie de ces obligés. Parce que tout ce qui est vente de fuel, enfin fuel et carburant, à partir du premier litre vendu, vous êtes un obligé. Et donc, un certificat d'économie d'énergie, donc on va l'expliquer rapidement, c'est un kilowattheure, on va parler de kilowattheure CUMAC, pardon. Et les obligations sont fixées en principe par période de 3 ans. On verra que souvent ces périodes sont allongées. Et donc l'obligation en sein des E est fixée voilà, pour cette période. Et à chaque fois, on fait un point à la fin de chaque période et une pénalité si les objectifs ne sont pas atteints par les obligés. Alors, on a dit que l'unité de mesure, c'est le kilowattheure CUMAC. Alors, ça correspond en fait à une quantité d'énergie économisée qui va prendre en compte donc l'intégralité de la durée de vie du produit et qui va être accusée en tenant compte de son vieillissement. Un graphe très rapide pour montrer les différentes périodes. Donc aujourd'hui, on a la 4e période qui se clôture donc non pas fin 2020 mais fin 2021, donc elle est prolongée. Et on voit que les quantités de C2E donc à collecter par les obligés ont très fortement augmenté, puisqu'en première période on était à 54 TWh, ensuite on est passé à 460 en deuxième, 700 en troisième et 1200 en quatrième période. Donc c'est ce qui est repris ici dans cette slide. Après avec des applications spécifiques sur les 2 dernières périodes, puisqu'on a maintenant, alors quand je dis 1200 c'est plus 400, donc ça fait 1600 en tout, avec certaines actions spécifiques qui sont dédiées à la précarité énergétique, donc qui vont toucher les ménages. Donc ça, c'est donc toujours l'objectif, hein, le rôle des vendeurs d'énergie, c'est vraiment d'avoir un rôle actif et incitatif donc auprès du bénéficiaire final. Et ce rôle, donc, pour faire réaliser des économies d'énergie, peut prendre la forme d'une contribution financière. Et on va voir que ça, c'est ce qui conduit donc à financer donc différents travaux. Alors, un petit mode d'emploi. Donc, pour les C2E, si ils n'atteignent pas leurs objectifs, les obligés devront payer une pénalité libératoire de 2 centimes d'euros par kilowattheure CUMAC à la fin de la période. Donc, autant dire que c'est un coût qui est très important. Donc après, ils peuvent aussi racheter des certificats sur un marché, puisque du coup, il y a un marché qui se crée. Donc là, le coût est bien inférieur. On est à 0,25 centimes d'euros par kilowattheure CUMAC. Alors ça, c'était des données de mars 2017. Je ne sais pas quel est le prix de ce marché actuellement. C'est un marché qui est soumis à de très fortes variations. Et pour obtenir des certificats, donc ils peuvent aussi réaliser des actions de réduction des consommations d'énergie auprès donc de particuliers ou de professionnels ou sur leur patrimoine propre. Et le coût est donc est variable en fonction des moyens qui vont être mis en œuvre. Les C2E, donc il y a 3 manières effectivement d'obtenir des certificats. Donc ça va être de réaliser des opérations standardisées. On va y venir un petit peu. Donc là il y a pas loin de 200 fiches qui sont d'opérations standardisées qui sont définies. Mais on n'est pas obligé d'en s'en tenir uniquement à ces opérations standardisées. On peut aussi passer par des opérations donc spécifiques. Et donc nous on se pose la question par exemple dans le cadre de travaux si on va faire de l'innovation. Alors par exemple dans le cadre de technologies innovantes comme le séchage par vapeur d'eau surchauffée, on peut très bien faire financer l'installation chez un industriel par des certificats d'économie d'énergie. Après c'est beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir monter un dossier qui va montrer quelle est la quantité d'économie, la quantité d'énergie qui va être économisée par rapport à la technologie de référence. Mais c'est tout à fait envisageable et ça peut permettre de donner un gros coup de pouce à la réalisation de ces innovations. Et puis ils peuvent aussi donc contribuer à des programmes. Il y a alors là on voit c'est sur la lutte contre la précarité énergétique avec Toi d'abord. Il y a
plein de programmes de formation aussi qui permettent d'obtenir des C2E. Donc les arrêtés avec les nouvelles donc les opérations standardisées paraissent tous les 3-6 mois. Donc il y a certaines opérations qui sont modifiées parce qu'il peut y avoir, et là aussi c'est ce qu'on voit, notamment dans les fiches standardisées, il y a des calculs qui peuvent être parfois trop favorables et qui vont contribuer à avoir comment dire, on va dire des investissements non raisonnés ou alors inutiles parce qu'on a une fiche qui va être trop intéressante. Alors je crois qu'il y a des chaudières biomasse par exemple chez des séristes où les C2E pouvaient parfois financer plus que l'investissement. Donc on gagnait des C2E, donc ça a conduit à acheter des équipements qui par la suite n'étaient pas utilisés. Donc ça c'est ce qui explique que les fiches doivent être après, donc puisque c'est évoqué sur le fait qu'il y allait avoir un meilleur contrôle aussi des C2E, dans certains cas, on pouvait aussi indiquer qu'on réalisait une opération, et derrière, l'opération n'était pas forcément réalisée correctement, avec par exemple de la récupération de chaleur sur des groupes froids, où on mettait un tout petit échangeur pour récupérer, donc pas très cher, pour récupérer l'énergie d'une très grosse installation. Et lui, il était là juste pour récupérer les C2E, mais derrière, il n'y avait pas de réalité technique à la récupération d'énergie. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de fiches. En industrie, il y a 28 fiches. Alors, je suis pas certain que ces chiffres soient totalement actualisés. Il est possible qu'il y en ait un peu plus aujourd'hui. Après, on pourra vous indiquer les sites sur lesquels vous pouvez trouver ces fiches. Donc les C2E, on l'a vu, ça concerne vraiment tous les secteurs, le résidentiel tertiaire, l'industrie, l'agriculture, les transports, mais aussi les réseaux. Voilà, ça c'est un exemple de fiche que vous pouvez trouver donc notamment sur le site de la T2E. Donc on a une référence qui va, je sais plus si c'est indiqué après, mais qui va dire ça on concerne donc le fait qu'il y a écrit opération numéro 1, donc c'est que ça concerne l'industrie. Donc le titre de la fiche, le type de locaux à laquelle la fiche va s'appliquer, et puis il y a des critères à respecter. Et après on va voir la durée de vie conventionnelle donc de l'équipement et le tableau de calcul qui va permettre de définir la quantité de kilowattheure Qmax définie par l'opération. Donc on voit qu'en fonction par exemple d'un condenseur, là on est sur un condenseur sur une chaudière de production de vapeur, en fonction de la durée de fonctionnement de la chaudière, on va avoir un montant en kilowattheure Qmax par kilowatt de puissance installée, et puis après on va le multiplier donc par la puissance utile nominale de la chaudière. Et ça nous donnera les kilowattheures Qmax de la chaudière, apportés par cette nouvelle chaudière. Donc voilà, les différents secteurs, je dis bâtiment, industrie, agriculture, transport ou réseau. Et puis il y a différents domaines, donc qui vont concerner soit l'enveloppe, soit la thermique, soit les utilités, soit les équipements. Les acteurs, je passe rapidement. Donc il y a le pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui va instruire donc toutes les demandes de certificats d'économie d'énergie, qui va ensuite les délivrer et qui va lui aussi mettre en œuvre tout ce qui est contrôle et sanctions éventuelles si ce qui a été indiqué n'est pas respecté. Et donc ils vont aussi s'occuper de gérer et fixer les obligations individuelles des obligés. Alors on a la T2E, donc l'association technique énergie environnement, qui rassemble les acteurs de l'énergie et qui intervient effectivement en tant que porte-parole des obligés, mais aussi des éligibles, des acteurs du dispositif. C'est vraiment un référent national sur le domaine des C2E. Donc les gens qui veulent créer des fiches en général, ils se rapprochent de la T2E. L'ADEME intervient aussi sur l'aspect plus technique pour établir les fiches standardisées. Elle a également un rôle donc d'informateur public sur le dispositif, mais c'est pas la seule. Il y a aussi les DREAL notamment qui communiquent beaucoup sur ces C2E. L'ADEME va en revanche réaliser des études et des guides sur les dispositifs qui peuvent être finis. Donc les éligibles, je reviens dessus, mais
tout le monde est éligible pour l'obtention des C2E, et notamment, enfin, dans le secteur résidentiel, les particuliers sont éligibles. Alors, ça porte différents noms, mais les grandes campagnes d'isolation qu'on voit à 1 euro, donc ça concerne les particuliers, et notamment en particulier tout ce qui est précarité énergétique. Donc c'est pour ça qu'il y a des conditions de revenus pour avoir ces isolations à 1 euro. Donc vous pouvez imaginer très facilement qu'après derrière, l'enjeu c'est d'avoir des acteurs qui vont faire des opérations de qualité, et c'est un petit peu la difficulté quand on a des gens qui affichent des tarifs comme ça très attractifs. C'est la qualité des opérations n'y est pas toujours, et c'est tout l'enjeu de faire respecter les bonnes pratiques en termes d'isolation, que les travaux soient effectivement faits, qu'ils soient bien faits, notamment par exemple chez un particulier qui va pas forcément avoir les compétences pour juger de la qualité des travaux. Voilà. Après, l'industrie fait partie des bénéficiaires, mais tous les secteurs dans les transports, donc par exemple le covoiturage, qu'on peut être aussi aidé par les C2E. Et donc ces bénéficiaires, ils vont revendre leur C2E aux obligés. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on a un fournisseur d'énergie, ce qui peut être par exemple EDF ou Engie, on n'est pas obligé de passer par son fournisseur d'énergie pour récupérer ces C2E. Alors souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Quand on a une relation avec un fournisseur d'énergie, enfin en particulier des industriels, ils ont tendance à vouloir passer par celui-ci. C'est pas toujours une bonne idée. Et il faut savoir que les tarifs de rachat des C2E, donc, parce que ça c'est un point important à retenir, c'est qu'ils ne sont absolument pas fixés par la réglementation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou parfois ce qui est sous-entendu par certaines communications. Donc on a un tarif qui varie fortement d'un obligé à l'autre. J'ai récemment eu au téléphone industriel qui me disait qu'il a vu des variations de 1 à 10, donc c'est vraiment énorme. Et puis aussi en fonction des périodes. Si on arrive en fin de période et que tous les objectifs ont été remplis, le prix des C2E va s'écrouler. Quand on est en début de période, ou si on voit que si les obligés sont en retard par rapport aux objectifs, le prix des C2E va être plutôt élevé, ce qui était le cas ces derniers mois. Donc c'est vraiment un marché libre, et moi je conseille les industriels, quand ils font une opération, comme n'importe quel achat finalement, de faire jouer la concurrence pour avoir plusieurs offres de rachat de C2E. Voilà. Sur le dépôt de la demande, je vais passer très rapidement, parce que souvent en fait on a des délégataires qui vont s'en occuper, et souvent c'est eux qui fixent le prix. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'on a certains fournisseurs, par exemple je pense au domaine du froid, des installateurs qui sont de maille avec des délégataires, et donc ils vont proposer de s'occuper des dossiers. Donc là, il faut être vigilant aussi, parce que certains vont prendre leur marge au passage, donc ne pas hésiter à demander plusieurs offres. Voilà. Après, il y a un site internet, donc on peut aussi, pour faire soi-même la demande sur le registre national, donc des certificats d'économie, qui est disponible sur internet. Alors, on a fini normalement. Ah oui, il y a on va vous demander de répondre à un petit quiz. Alors, si je le lance. Donc là, vous devez avoir un petit quiz qui doit s'afficher à l'écran sur les C2E. Est-ce que vous voyez bien le quiz? Oui.
Oh. Ah oui. Ben voilà, rien. J'attends encore 2 petites minutes. Après, tout le monde n'a pas encore répondu à toutes les questions. Alors, je vous proposerai une petite correction parce que je pense que c'est intéressant aussi d'en discuter, d'avoir votre retour. Alors, donc, on va. Alors, je sais pas si vous voyez peut-être les résultats de quiz qui s'affichent. Donc, on va en parler. Donc, qui contribue au financement des C2E? Alors, je sais. Alors, en principe, alors j'ai un petit doute sur ce qui vous était proposé. Mais donc, ce sont effectivement les fournisseurs d'énergie qui contribuent au financement des C2E, mais ce ne sont pas tous les fournisseurs d'énergie, parce que selon les énergies qui sont vendues, donc il peut y avoir, il y a des seuils. Et par exemple, ces seuils ont été révisés et alors, à titre d'exemple, il y a certains petits fournisseurs d'électricité, par exemple, qui échappaient à certaines obligations, notamment au financement des C2E, et qui du coup pouvaient proposer dans certains cas des tarifs plus importants que les grands acteurs, parce qu'ils échappaient à certaines. Excusez-moi. Oui. À cette question, j'avais répondu les bonnes réponses, mais j'avais aussi répondu les fournisseurs de gaz parce que, par réflexe, j'ai répondu toutes les énergies et du coup, c'était pas bon. Et du coup, là, je me pose la question, du coup, on n'a pas d'équivalent pour le gaz? Alors, si, en fait, mais sauf que c'est pas forcément tous les fournisseurs de gaz, en fait. D'accord. Ouais, c'était un petit peu piégeux, là. D'accord. Ensuite, les C2E donc ne peuvent financer que des opérations type. Donc effectivement, la réponse c'était faux. Hein. Il y a aussi des opérations spécifiques qui peuvent être financées. Et ensuite, la troisième, c'est le prix de rachat des C2E donc est fixé. Alors, c'est bien par les obligés. En fait, ce qui est fixé par réglementation, ce n'est que la pénalité que les obligés vont devoir payer. Donc le reste, on est vraiment sur un marché libre. Et finalement, le prix de des C2E, il dépend un petit peu des ressources que vont devoir mettre en œuvre les obligés pour les récupérer. Et la dernière question, c'est est-ce que le prix des C2E, donc c'était plusieurs choix possibles, donc fixe, non, défini par réglementation, non plus. Par contre, soumis à de fortes variations d'un opérateur à l'autre, ça c'est vrai, ça va dépendre des obligés. Certains vont remplir facilement leurs obligations, d'autres non. Et soumis à de fortes variations dans le temps, c'est également vrai, comme je viens de le dire il y a pas très longtemps. Alors ça peut être vrai. Il y a des tendances générales hein, aussi. Je vous le disais en fin de période, si tout le monde a atteint ses objectifs, souvent le prix va baisser. J'ai une remarque sur le prix. Pourquoi est-ce qu'il y a des notes de service d'État qui précisent justement des prix par rapport aux revenus de remboursement? Pardon, j'ai pas bien compris. En fait, il y a des textes qui précisent, suivant notre taux d'imposition, le remboursement auquel on a droit. Oui, alors ça, je ne maîtrise pas très bien, mais je pense que s'il y a tout ce qui concerne la précarité énergétique, en fait, où il y a des conditions de revenus qui vont permettre de financer. Donc ça concerne le volet des particuliers. Après, pour l'industrie, c'est un dispositif différent. D'accord. Merci. Mais c'est ce qui a été indiqué dans la 4e période, par exemple, c'est les 400 TWh qui sont spécifiquement liés à la précarité énergétique.
avec des règles. Là, enfin, je ne connais pas du tout ces règles-là. Très bien, mais je vous propose donc, on va hop, fermer ce quiz. Ok. Et on va passer à la suite. Et Yvan, par rapport à la pérennité du dispositif, alors souvent on a peur que ces dispositions mises en place par l'État elles disparaissent un jour ou l'autre. Est-ce que c'est des craintes qui peuvent être fondées? Enfin, c'est pas sûr que tu aies la réponse, mais Alors non, je vais pas m'avancer comme ça, mais a priori, enfin, compte tenu, alors le dispositif des C2E va être élargi, par exemple, aux sites soumis à quota. Donc je vois pas comment maintenant aujourd'hui, c'est quand même un outil qui est, alors qui a des enfin, qui a des défauts, c'est clair, hein, mais a priori qui est quand même largement poussé, nous en tout cas on le voit au niveau régional par l'Adréal. Donc je pense pas qu'aujourd'hui il soit remis en cause. Après, voilà, il a des défauts, hein, parce qu'il va créer des effets d'aubaine sur certains équipements. Alors en industrie, je l'ai pas indiqué, mais ce qui a été beaucoup développé comme usage des C2E, c'est notamment tout ce qui est mise en place de variations de vitesse sur les moteurs. Après, dans le secteur du froid, c'est vrai que tout ce qui est récupération de chaleur, c'est très fortement poussé par les C2E. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va remplacer un groupe, enfin, les fiches vont devoir évoluer aussi. L'idée, c'est d'avoir des choses qui touchent le plus large possible les différents secteurs. Je sais qu'à un moment, par exemple, l'éclairage LED, c'était valable dans le secteur tertiaire, mais pas dans l'industrie. Donc maintenant, il y a une fiche LED pour l'industrie. Voilà. Et ça, je pense que le dispositif est plutôt pérenne. Après, par contre, il y a des fortes variations. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, moi, je suis des industriels qui accompagnent, je suis des industriels qui ont des projets de renouvellement de groupe froid. Les frigoristes, ils poussent un petit peu en disant attention, le prix des C2E va baisser, il faut acheter maintenant, etc., etc. Alors, je vous propose de passer à la dernière partie, donc, qui est les ISO 50001, sauf s'il y a peut-être d'autres questions sur les ISO, je vais peut-être un petit peu vite. Ou la réglementation en général. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va démarrer sur l'ISO 50001. Donc, on va parler de la norme, un peu des principes généraux de la norme. Ensuite, on parlera un petit peu de son contenu, avec quelques définitions notamment importantes, puisque c'est vraiment l'objectif de la norme, c'est de structurer et définir un petit peu le contenu. Et ensuite, on aura un petit tableau, je vous présenterai un petit tableau d'analyse des gaps et des résultats, et enfin un petit calculateur d'investissement, que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est sur Excel, qui est tout simple, et c'est ça qu'on pourra également faire suivre par mail. Alors, la norme ISO 50001. Donc le principe général, on est sur l'amélioration continue, le PDCA. Donc avec, si on prend le premier graphique en gauche, on a le contexte de l'organisme, alors puisque l'ISO 50001 ne s'applique pas qu'à l'industrie, mais à tout organisme, quelle que soit son activité. Donc on a le P, la planification. Donc on peut suivre un petit peu les deux schémas représentent un petit peu la même chose finalement, mais on a donc le schéma en haut gauche en gris qui est pas très joli. Donc celui-là il est vraiment issu de la norme, c'est un copier de la norme. Donc la planification, l'idée c'est de comprendre donc le contexte de l'organisme. C'est là où on va mettre en place une politique énergétique et une équipe de management de l'énergie pour envisager donc les actions à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités. On va réaliser la revue énergétique, on va identifier donc les usages énergétiques significatifs, ce qu'indiqué aussi dans le petit carré violet,
Donc, on va définir des indicateurs de performance énergétique, on va définir des objectifs, des cibles et construire le plan d'action. Ensuite, on va mettre en œuvre ce plan d'action. Pour ça, il va falloir avoir les compétences. Donc, ça va éventuellement passer par la formation, de la sensibilisation, mettre en place des actions de communication. On va devoir documenter aussi toute cette réalisation. Donc, il y a toute une maîtrise opérationnelle qui est à mettre en œuvre. On va intégrer aussi les achats d'énergie et des services énergétiques. Il va y avoir donc la conception va intégrer la question de l'efficacité énergétique, et puis après on va évaluer donc la performance. Donc on passe à l'étape C, c'est le check, le 4, le point 4 en bas, où on va suivre, mesurer, analyser, faire une évaluation donc de la conformité aux exigences légales, mais aussi aux exigences. On va réaliser des audits internes pour voir quelles sont les non-conformités, quelles sont les corrections. Donc il va y avoir là, à ce niveau-là, des revues de management qui vont pouvoir être engagées ensuite en point 3, donc dans le acte. L'objectif de l'ISO 50001, donc c'est aussi de maintenir la motivation et de combattre éventuellement les causes de dégradation de l'efficacité énergétique. Parce que l'efficacité énergétique, c'est toujours un souci quotidien. Et c'est pas parce qu'on a une super installation, une usine toute neuve avec des équipements dernier cri, si on ne le suit pas, ça peut se dégrader, ça peut dériver. Donc c'est bien l'enjeu de ce principe de l'amélioration continue appliquée à l'efficacité énergétique. Alors au niveau des facteurs clés de réussite qui ont été identifiés dans l'ISO 50001, donc il y a celui qui est mis en avant, le premier, donc c'est vraiment le facteur humain. Puisque l'idée c'est une démarche d'avoir une démarche managériale et participative, interne et externe, puisque c'est aussi l'idée c'est d'impliquer tous les services, mais à tous les niveaux. Donc là, les services qui sont cités un exemple, la direction bien sûr, la maintenance, mais il faut surtout pas que l'efficacité énergétique soit reléguée à la maintenance. Il y a aussi des services généraux, la production qui doit être impliquée. Donc les services achats, que ce soit pour les achats, notamment en particulier d'équipements énergivores, mais aussi la R&D. Il faut prévoir un temps minimum à la mise en œuvre de cette démarche. Donc il faut pouvoir dégager du temps au sein des équipes. Et il faut mixer vraiment les compétences au sein de l'équipe énergie. Et enfin, l'ensemble du personnel doit être associé à la démarche, notamment par des actions donc, de communication et de sensibilisation. Donc ensuite, il faut une bonne méthode pour mettre en place l'ISO 50001, en réalisant notamment une liste exhaustive donc des usages, des facteurs qui vont influencer la consommation d'énergie, définir les objectifs et ensuite les indicateurs que l'on va pouvoir exploiter et sur lesquels il va falloir communiquer. Donc ça implique aussi donc des facteurs techniques avec la maîtrise de la chaîne de comptage et la maîtrise donc des leviers d'action sur ces équipements et des utilités. Et puis, ça veut dire qu'on va devoir faire donc de l'autosurveillance avec des enregistrements systématiques et des archivages qui pourront se traduire, par exemple, par une mise en place d'une supervision énergie. Et puis après, bien sûr, il ne suffit pas d'enregistrer, mais il faut aussi analyser les indicateurs et évaluer les effets. Quelques définitions sur le contenu de la norme. Donc, la norme est définie de nombreux termes. On a retenu les principaux qui me semblaient les plus importants. Donc, il y a la question de la performance énergétique. Donc, la performance énergétique, ce sont les résultats qui sont mesurables et qui sont liés à l'efficacité énergétique, à l'usage énergétique et à la consommation énergétique. Ensuite, une définition qui me paraît, qui est peut-être la plus importante dans la norme, c'est la notion d'indicateur de performance énergétique. Donc, on qualifie donc d'IPE ou IPE. Donc, qui est une mesure ou une unité de performance énergétique définie par l'organisme. Par exemple, ça va être, si on est dans l'industrie, si on fabrique des petits pois surgelés, une consommation électrique en kilowattheure par kilo de petits pois. Si on fabrique si on embouteille des bouteilles de vin, ça va être par exemple une consommation en kilowattheure par col conditionné, par col vendu. Donc ça, c'est vraiment à l'entreprise de le définir.
Après, donc là, on est sur enfin, je vous ai donné quelques exemples dans l'industrie. Dans le tertiaire, on va définir des consommations types par mètre carré, par exemple. Donc c'est à l'organisme, pour parler au sens, en reprenant les termes de la norme, de vraiment définir quels sont les indicateurs, quels sont les indicateurs qui sont pertinents le concernant. Alors, la version 2018 de la norme, elle a introduit un nouveau terme, donc la situation énergétique de référence, donc qui sont des références quantifiées qui servent de base donc pour la comparaison de performance énergétique. Alors, par UES, qu'est-ce que c'est l'UES? Donc, ce sont les usages énergétiques significatifs. Donc, c'est tout simplement un usage qui représente une part importante de la consommation énergétique. Aussi, c'est ou qui offre un potentiel considérable d'amélioration de la performance énergétique. Donc, par exemple, sur une entreprise qui fait des petits pois surgelés, pour reprendre cet exemple-là, il y a de très fortes chances pour que ces groupes froids représentent un usage énergétique significatif. Mais par exemple, il peut y en avoir un autre, je dis n'importe quoi, peut-être qu'ils utilisent de l'air comprimé derrière et qu'ils ont un très vieux compresseur ou un réseau avec beaucoup de fuites, ils vont dire, bah tiens, l'air comprimé, ça fait aussi partie de nos usages énergétiques significatifs, puisqu'on a un gros potentiel d'amélioration de la performance énergétique de ce poste-là. Alors, voilà une vision très synthétique des différentes étapes à suivre pour mettre en place l'ISO 50001. Donc, on va commencer par un état des lieux ou une revue énergétique. Alors, je peux voir pas loin. J'ai pris mon pense-bête, j'ai pris la norme sous les yeux. Mais la revue énergétique, donc en fait, on va faire l'état des lieux des consommations. Je voulais reprendre voilà, les termes exacts. Donc, c'est une analyse de l'efficacité énergétique, des usages énergétiques et de la consommation énergétique, basée sur des données et autres informations conduisant à l'identification des usages énergétiques significatifs et des opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Bon, je pense qu'à l'oral, ça fait un petit peu mal aux oreilles, parce que quand il y a 5 fois énergétique ou 6 fois sur une phrase, c'est un peu difficile, mais en gros, la revue, elle va nous dire quels sont mes principaux postes de consommation, quels sont les postes de consommation sur lesquels je peux apporter des améliorations importantes. Donc, à partir de cette revue, on va pouvoir définir un plan de mesurage. J'ai défini ce qui était important, donc je vais pouvoir voir qu'est-ce que je vais surveiller en termes de consommation. Et ensuite, comment est-ce que je vais pouvoir organiser tout ça. À partir de là, on va avoir une consommation de référence. Donc la consommation de référence, c'est la consommation sur une période donnée. Donc c'était ce qu'on a appelé la situation énergétique de référence. On va sortir des indicateurs de performance énergétique et un plan d'action. Ce plan d'action, donc, et à partir de là, on va pouvoir sensibiliser et, si nécessaire, former le personnel pour mettre en œuvre ce plan d'action. Donc le système va être formalisé. On va définir les procédures, comment est-ce que l'on communique, comment est-ce que l'on met en place tout ça. Et puis après, ensuite, on va faire des vérifications. Donc, puisqu'on a mis en place un plan de mesurage, on va pouvoir utiliser ce plan de mesurage pour voir si tout ça fonctionne. On va éventuellement prendre des mesures correctives, et après, tout ça va pouvoir être discuté en revue de direction. Donc, en revue de direction, on va voir ce qui fonctionne pas, mais aussi, bien sûr, ce qui fonctionne. Et puis, on va pouvoir ensuite réviser et définir les objectifs suivants. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça vient après. Donc, au niveau du contenu de la norme, il y a une analyse des risques et des opportunités qui doit être faite en lien avec l'efficacité énergétique. Donc pour ça, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour déterminer donc ces analyses de risques et d'opportunités. Donc on peut faire une analyse SWOT ou utiliser des outils PESTEL. Alors PESTEL, c'est politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Donc ça, c'est des outils stratégiques de l'entreprise qui permettent de vérifier qu'on a vraiment screené tous les champs. Ensuite, dans cette analyse des risques et des opportunités, on va aussi identifier donc l'ensemble des parties intéressées, leurs exigences
et leurs besoins et leurs attentes dans une cartographie. L'idée, c'est qu'on ait une bonne intégration donc de l'ISO 50001 dans le système pour une meilleure mobilisation des différents acteurs. Et puis ensuite, on va définir le domaine d'application. Donc, ça veut dire sur le domaine d'application de la norme, donc sur quelle activité on va l'appliquer, quels équipements. Alors ça, on peut imaginer soit s'il y a une entreprise qui a 2 sites, ou est-ce qu'on, par exemple, on choisit d'exclure les bureaux parce qu'on se dit que la zone bureau ou la zone administrative, ça nous prendrait beaucoup de temps, des ressources en mesure, alors qu'on sait que c'est a priori peu impactant sur la consommation de l'entreprise. Donc ça peut être des choix qui peuvent être faits. Alors, il est conseillé de ne pas exclure d'emblée des énergies. Par exemple, si vous consommez de l'électricité, du gaz, vous dites que le gaz, c'est 15% de la consommation, ça vaut le coup quand même de l'intégrer parce qu'il y a peut-être des choses faciles à mettre en œuvre sur cette source d'énergie, même si elle n'est pas très importante. Enfin, il peut y avoir donc des éléments bloquants, facilitants et qui peuvent être identifiés et les actions à mener. En termes de documentation, donc on va devoir rédiger cette analyse donc des opportunités et des risques, et derrière les mesures que l'on va prendre pour faire face à ces opportunités et à ces risques. N'hésitez pas à m'arrêter ou à me couper si jamais vous avez des questions. Ça m'évoque un peu, pour ceux qui doivent connaître, une étude HACCP, quoi. C'est un peu analyse des dangers et mesures correctives et préventives. Tout à fait, oui. On est sur ce principe-là. On est sur ce type de... L'approche, hein, de toute façon, c'est vrai que les normes ISO, alors... L'approche qualité, quoi. Ouais, je suis pas un spécialiste des normes ISO, mais c'est vrai que les qualiticiens, enfin, pour eux, c'est tout à fait commun, ce type d'approche. Simplement, ça va être appliqué à l'efficacité énergétique, donc avec un vocabulaire un petit peu spécifique. Voilà, j'ai une question, moi. Sur une efficacité énergétique, je vois pas bien le risque qu'il pourrait y avoir. Le risque, c'est quoi, de changer un équipement qui pourrait être moins productif ou... Alors, les risques, on peut, ça va pouvoir être à différents niveaux. Par exemple, vous dites, moi, je stocke mes produits à telle température. Si j'augmente la température de stockage, je vais réduire ma consommation d'énergie. Par contre, je risque de dégrader la qualité de mes produits. Donc là, sans ça, et la même façon par exemple sur des chaudes ou des températures. Donc là, après, on rejoint le côté, enfin, c'est pour ça qu'il faut toujours c'est important dans les équipes d'avoir des gens qui ont des compétences plutôt aussi sur la qualité, enfin, de faire ça en lien avec les responsables qualité, parce que souvent, c'est vrai qu'il peut y avoir une dualité entre consommation d'énergie et qualité produit, par exemple, ou sur des fréquences de nettoyage, voilà, ça peut être à ce niveau-là. Sur le contenu, donc un des points importants aussi de la norme, c'est cette notion de politique énergétique. Et donc là, la définition de la politique énergétique. Donc ça, c'est une définition extraite de la norme. Donc c'est une expression donc formelle par la direction des intentions, des orientations générales et de l'engagement relatif à la performance énergétique d'un organisme. Et ça, c'est aussi une évolution de la version 2018 de la norme. C'est l'implication de la direction qui a été fortement renforcée et donc qui doit s'impliquer donc notamment à travers la mise en place de cette politique énergétique. Donc qui est un document formel qui indique donc les engagements de la direction dans la réussite de la démarche personnalisée, et pour cela donc le périmètre doit y être précisé. C'est ce que je disais, quelles sont les énergies prises en compte, quels sont les process, les bâtiments, si jamais il y en a qui sont exclus, ou certaines activités. On doit définir donc les ressources qui sont mises à disposition pour mettre en place l'ISO 50001, et on doit encourager donc l'achat de produits et de services qui sont performants énergétiquement, avec des objectifs aussi de performance qui sont fixés. Donc, après, c'est fixé. Alors, c'est assez amusant. Donc, voilà, il faut que ce soit communiqué sur un format papier A4, communiqué à l'ensemble du personnel et affiché donc dans des endroits de passage. Et elle doit être mise à jour régulièrement. Ça, c'est assez logique puisque normalement, après, on a des revues de direction qui sont faites en principe une fois par an.
et qui doivent réviser les objectifs. Donc logiquement, quand on révise les objectifs, on doit actualiser la politique énergétique. Voilà, vous allez avoir quelques exemples de politique énergétique. Donc on a un exemple d'une usine mondiale d'Estrée, donc qui a une politique en fait qui va intégrer aussi des notions de sécurité alimentaire. Donc on est sur une stratégie générale d'entreprise qui va mentionner entre autres l'efficacité énergétique et par exemple aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, qu'est-ce qui est indiqué? Alors, je sais pas si vous le voyez correctement, c'est pas forcément très gros. Respect de l'environnement. Donc là, par exemple, l'objectif, c'est réduire son ratio de consommation d'énergie rapporté à la tonne de produits fabriqués de 27%. Donc là, c'était entre 2002 2003 et 2008 2009. Donc voilà, ils sont engagés et sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on va au-delà de l'énergie. Ensuite, vous avez un groupe coopératif donc agricole et vinicole qui s'appelle la Coliance, donc qui a publié sa politique énergétique. Là, c'est des choses, on voit qu'ils ont mis des choses assez génériques et ils se sont fixés, donc puisque finalement les engagements, là, on pourrait les appliquer à beaucoup d'activités. Et par contre, eux, donc ils ont indiqué qu'à périmètre égal, ils voulaient diminuer d'au moins 10% en 3 ans la consommation globale d'énergie. Donc là, ils sont pas partis sur un ratio de consommation, mais sur une consommation globale. Voilà, ce qui n'est pas forcément... ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, vous avez d'autres exemples, qui sont peut-être pas très gros, mais sur MCI, donc un prestataire donc en réfrigération et climatisation, ou un spécialiste du chauffage électrique domestique. Donc ils engagent à faire des audits réguliers, donc par exemple pour le spécialiste du chauffage, à acquérir des produits et des services à faible consommation d'énergie et qui vont contribuer à l'amélioration de la puissance et de l'énergie. Alors voilà, on arrive à une petite synthèse en fait du fonctionnement de la norme et du coup ce qui va être appelé la planification énergétique. Donc en termes de processus, donc au départ on a tout un tas de données. Donc le point de départ, ça va être la politique, mais la politique elle part d'une revue énergétique puisqu'il faut savoir qu'est-ce qui est important dans l'entreprise. Donc cette revue énergétique, après en cours de fonctionnement, elle va être alimentée par les données d'instrumentation, par éventuellement la veille réglementaire qui va être mise en place, des grilles de potentialité, la revue des activités, des checklists de référence. Au cours de la revue énergétique, donc on va définir quels sont les nouveaux IPE, les consommations de référence, quelles sont les cibles, est-ce que les usages énergétiques significatifs ont évolué ou pas, et quelles sont les actions, les investissements. Donc ça va alimenter des revues de management, celles-là qui sont plus fréquentes, qui par exemple se tenir tous les mois, qui vont peut-être conduire des investissements. Donc revue de management de groupe, alors ça dépend vraiment de la structure hiérarchique, et du coup ces deux revues peuvent être mixées, et tout ça va permettre aussi d'alimenter la politique. Donc on voit en termes de maîtrise opérationnelle qu'on a différents niveaux avec des réunions énergétiques par exemple qui sont là données à titre indicatif tous les semestres, un contrôle des indicateurs qui va être fait de manière quadrimestrielle, et puis par exemple des réunions encadrement agents de production qui peuvent être faites de manière hebdomadaire. Donc ça c'est un exemple de fonctionnement de la norme. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que au quotidien, ça veut dire que quand on est sur le management de l'énergie, on va avoir normalement, ça va être intégré à tous les niveaux, et que les opérateurs
vont devoir, à un moment donné, alors la fréquence est à définir, mais devoir remonter ces indicateurs et échanger avec leurs supérieurs. Bon, là, on est sur du fonctionnement classique. Là, ça s'applique à l'énergie, mais sur les autres enjeux, soit en qualité, on va avoir les mêmes types de fonctionnement. Alors, on a un petit exemple, alors quelques éléments, pardon, je passe un peu vite, sur le contenu de la norme, sur la revue énergétique. Donc, je voulais indiquer tout à l'heure, je voulais déjà lu cette définition, donc là, on est vraiment sur l'analyse de l'efficacité énergétique. L'idée, c'est de connaître les principaux usages énergétiques significatifs et de définir quelles sont les opportunités d'amélioration. Donc pour ça, on doit faire un bilan de consommation. Donc on va passer par un audit. Donc un bilan de consommation annuel qui va nous donner la consommation pour chaque équipement. C'est ce qu'on appelle les fameux usages énergétiques significatifs. Donc c'est traduit à travers le petit picto camembert. Effectivement, nous indiquera la consommation par équipement et éventuellement les potentiels de gains. Et comment on peut mettre en œuvre éventuellement de meilleures techniques. Donc derrière, ça va alimenter le plan d'action, et ce plan d'action qui va pouvoir donc définir la stratégie de l'entreprise, comment on va pouvoir modifier la politique énergétique et les plans d'investissement qui en découlera. On a un exemple des usages énergétiques significatifs. Donc on a par exemple l'équipement de production, alors le développement de machines, l'éclairage, la production d'air comprimé. Si on est dans la manutention, donc il peut y avoir des gerbeurs qui peuvent représenter des consommations significatives. Alors, là, on a les sources d'énergie. Ce qui manque, je crois que c'est fait dans un autre schéma, c'est vraiment la répartition, où là vous avez les différents usages avec le détail. Par exemple, il y a du chauffage, différents bâtiments 2, bâtiment 4, bâtiment 5, le poids qu'ils représentent. Là, on est sur, on suppose là c'est toutes énergies confondues. Il y a un poster comprimé, par exemple, qui ressort à hauteur de 6%. Il y a de l'aspiration, il y a des pompes. Donc là, on a défini les usages énergétiques. Là, il y a l'ensemble des usages. Après, on va définir ceux qui sont significatifs. Donc, là, on a les usages significatifs. Donc, on a choisi de retenir ceux qui dépassent 6%, par exemple. Ici, vous avez un autre exemple de revue énergétique, alors qui se traduit par la mise en place d'un tableau d'action. Donc, on a différentes pistes. Donc, c'est classé par énergie. Donc, on a distingué fuel et électricité. Les cibles, hein, c'est diminuer la consommation de fuel ou diminuer la consommation électrique. Et puis après, on a différents usages énergétiques associés. Donc, en fuel, c'est 100% du chauffage. En électricité, on va avoir de l'éclairage, enfin des équipements de l'éclairage, l'air comprimé, l'aspiration. Et puis après, il y a différentes pistes qui sont proposées. Donc par exemple, la récupération d'énergie fatale, des compresseurs qui pourraient permettre de substituer une partie du chauffage. Donc améliorer la gestion du chauffage, améliorer les extractions d'air pour limiter celles qui dysfonctionnent. Et puis après, vous avez on est vraiment sur un tableau type plan d'action avec un délai, un responsable, des coûts estimés, des gains estimés. Donc derrière, ça nous permet de calculer un temps de retour sur investissement, un gain en termes de consommation d'énergie. Donc là, ils ont aussi mis un gain, par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est aussi hiérarchisé par un pourcentage donc de réduction globale de la facture. Après, il y a des différents critères pour hiérarchiser tout ça, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Donc, ils ont défini une hiérarchie, un commentaire et état d'avancement. Donc, voilà un exemple de tableau, de plan d'action qui peut être mis en œuvre dans les entreprises. Alors, la difficulté, bien sûr, alors, identifier les actions, ça peut se faire relativement facilement. Le plus difficile, ça va être d'estimer le gain. Le coût, on peut solliciter des fournisseurs. Mais c'est vrai que le gain en énergie, là, c'est souvent un peu plus délicat à estimer.
Alors, quelques exemples au niveau de sur la revue de management qui doit impliquer la direction. Donc, les données d'entrée, donc c'est bien le suivi des plans d'action des revues de management précédentes. C'est la politique énergétique. C'est la revue de la performance énergétique prévue et des différents indicateurs de performance énergétique. C'est aussi les résultats de l'évaluation donc de la conformité par rapport aux exigences légales. Et enfin, on va intégrer donc les résultats des audits du système de management de l'énergie et du plan d'action que l'on a fait. Et puis après, derrière, on va intégrer également les recommandations d'amélioration. Et qu'est-ce qui doit en sortir donc de cette revue de management? C'est vraiment donc les décisions ou actions relatives aux modifications. Quelle va être la performance énergétique désirée? Quelles sont les nouvelles consommations de référence? Et est-ce que les indicateurs de performance énergétique ont changé? Et à ces indicateurs de performance énergétique, on va définir des objectifs et des cibles. Et pour ça, on va aussi redéfinir éventuellement les moyens. Est-ce qu'ils ont changé ou pas? Voilà, on a fini sur cette partie vraiment purement fonctionnement de la norme. Après, ce qui peut être fait, c'est un tableau avec une analyse des écarts. Donc, par exemple, c'est ce type de tableau que l'on va prendre en compte. Donc, on va définir quels sont les sujets. Est-ce que il y a des écarts identifiés à ce qui était prévu? Quelles sont les mesures faites pour revenir à la normale et quelles sont les ressources que l'on va pouvoir allouer? Ça, c'est un exemple de tableau qui peut être suivi par entreprise tout à fait basique. Est-ce que vous avez des questions? On a fini la présentation sur la partie ISO 50001. Oui, sur ta dernière slide, là, tu évoques. Ah, tu viens de te couper, Cyril? Oui, tu m'entends là? Oui, là, je t'entends, oui. Ouais, sur la dernière slide, je disais que tu évoques des écarts. Ça veut dire que si on évoque des écarts, il y a une référence qu'il faut être capable d'estimer et de challenger pour le coup. C'est quoi cette... Tu parles plutôt de dérive dans le temps ou alors un écart? Et puis dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la référence? Alors, tel que je comprends, moi, c'est les écarts par rapport à ce qui a été fixé comme objectif en interne dans la politique, par exemple. Est-ce que je réponds à ta question? Ouais. Après, voilà, il y a des limites qui sont plus liées à la physique. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, je pense que là, on s'est fixé, par exemple, je veux dire, sur l'air comprimé, d'avoir un taux de fuite de n'importe quoi de 20%, parce que ça nous semble acceptable compte tenu de notre réseau. On fait des mesures, on se rend compte qu'aujourd'hui notre taux de fuite il est toujours à 30%. Comment ça se fait, quoi? Est-ce qu'on n'a pas mis les bonnes ressources, ou est-ce qu'on a sur le réseau, est-ce qu'on a des problèmes de personnel, est-ce qu'on a des équipements qui sont trop vieux, quelles sont les mesures qu'on va mettre en œuvre pour cela, quoi. Vous avez d'autres questions sur le sujet? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais lancer une petite aventure avec 4 questions. Donc aujourd'hui, on est en circuit Formule 1.
Ah. Est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas terminé les quelques questions? Moi, je vous propose de passer à la correction. Alors, Il reste encore une personne. ah, d'accord. Parce que alors, moi, j'ai pas Ah, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Parfait. Alors, donc, Lutan, tu n'as pas voulu perturber le classement ou... Alors, on va reprendre les questions sur l'ISO 50001. Donc, la première, c'était sur que signifie US. Donc, c'est bien les usages énergétiques significatifs. Alors, je sais pas, non, j'ai pas le résultat par question. Donc, c'est bien l'usage énergétique significatif qu'il fallait répondre. Donc là, il y a pas d'explication. Ensuite, il y avait un texte à trous. Alors là, c'est pas évident. Donc, la revue énergétique, donc, et l'analyse de l'efficacité énergétique et des usages énergétiques qu'il fallait trouver, et de la consommation énergétique basée sur des données et autres informations, conduisant à l'identification des usages énergétiques significatifs, donc les fameux UES, et des opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Ensuite, dans les indicateurs de performance énergétique, donc il y avait de nombreuses propositions. Donc, kilowattheure par tonne, on est bien sur un IPE, kilowattheure par mètre carré également. Donc, tonne par mètre cube, en revanche, ce n'est pas un IPE, ou alors il faudra préciser si c'est par exemple une tonne de charbon. Là, ça pourrait être le cas si on imagine une tonne de charbon par mètre cube, par exemple, je sais pas, d'un produit fabriqué, ça pourrait être le cas. Kilowattheure par litre, donc on est bien sur un IPE. Kilowattheure par bouteille aussi, c'est tout à fait possible. Les mètres cubes, donc on a précisé gaz par kilo, donc dans ce cas, effectivement, ça devient bien un IPE. Et des kilos par UVC, donc là, ce n'est pas un IPE. Mais si on parlait par exemple de kilos, parce qu'on peut parler aussi de kilos de gaz de propane, pourquoi pas par UVC? Là, dans ce cas, ça pourrait devenir un IPE. Et la dernière question concernait la politique énergétique. Et la bonne réponse était la première, donc qui est vraiment l'expression formelle, donc par la direction des intentions et orientation générale et engagement relatif à la performance énergétique d'un organisme. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la direction qui va donc devoir s'engager et être impliquée fortement, et ça a été renforcé dans cette version donc 2018 de la norme ISO 50001. Donc j'en ai fini avec cette présentation de la norme. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour vous présenter le petit outil de calcul qui a été réalisé dans le cadre du projet Indius. Alors, donc là, vous devez l'avoir sur votre écran, sur votre Starleaf. Alors, c'est simplement un petit fichier Excel en quelques onglets. Donc, bon, dans différentes langues du projet. Alors d'ailleurs, les sources d'énergie, on les renseigne soi-même. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas pris la peine de traduire l'exemple, mais vous pouvez donc ici renseigner le prix de l'énergie et les différentes sources d'énergie. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple, il y a deux sources de consommation. Donc il y a l'électricité et le gaz. Donc il y a un prix d'énergie qui est fixé à 20. Donc là, on est en centimes d'euros par kilowattheure. Donc à 20 centimes pour l'électricité, à 5 pour le gaz. Et on va avoir une situation de référence. Donc par exemple, là, on est dans une station de lavage avec une consommation d'énergie. Alors, on a soit la possibilité de renseigner une puissance moyenne sur l'année, soit une consommation d'énergie par an. Donc ici, en l'occurrence, on a une consommation, alors, ils sont sur des niveaux très élevés, puisqu'on est sur donc 5 gigawattheures d'électricité et 3,5 de gaz. Et on a ensuite donc les frais, éventuellement des frais supplémentaires alors, qui sont fixés au hasard. On va indiquer le nombre d'heures de fonctionnement de l'unité, le coût éventuellement en fin de vie, et donc la durée de vie de l'installation en fonctionnement. Donc dans le cas présent, vous voyez que il y a uniquement les consommations d'énergie qui ont été
modifié. On a ajouté le prix d'achat de l'installation, donc pour la nouvelle installation, qui va utiliser donc qui va faire de la récupération de chaleur, et avec une pompe à haute efficacité. Donc on va pouvoir réduire un petit peu la consommation d'électricité et assez significativement la consommation de gaz. Donc la durée de vie des installations est la même et le temps de fonctionnement est le même. Et à partir de là, donc ça c'est nos données d'entrée, on va pouvoir aller voir quel est l'impact sur donc les économies réalisées chaque année en termes de consommation d'énergie. Donc on voit que la première année on part, et donc ça permet aussi de déterminer le temps de retour sur investissement. Donc là, qui est dans l'exemple présent, est fixé à 3,8 ans. Donc on voit que voilà, effectivement, après on passe en positif à la fin de la troisième année. On a aussi la possibilité donc de dire jusqu'à quand on prend en compte les indicateurs. Est-ce qu'on les prend sur, donc là c'est minimum 8 ans, on peut les prendre sur 10 ans, pour voir à 10 ans, par exemple, si je raisonne à 10 ans, combien j'ai économisé depuis 10 ans. On peut faire varier l'inflation annuelle du prix de l'énergie. Par exemple, si on met une inflation annuelle du prix de l'énergie, alors voilà, par exemple, c'était 1,5 qui s'affichait. Si on va mettre seulement sur 1%, forcément, l'investissement. Alors, est-ce que ça a été pris en compte? Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas été pris en compte là. Si je mets 0,5. Voilà. Donc là, on a une légère augmentation du temps de retour sur investissement. Par contre, si on met par exemple une inflation du prix de l'énergie à 2,5% par an, on voit que ça va agir sur le temps de retour sur investissement de l'équipement. Et puis après, on peut aussi bouger en fonction des taux d'intérêt. On peut faire évoluer le flux de trésorerie. Donc là, après, on a le graphique qui met tout ça de façon visuelle, mais on a également donc les sommes économisées par an. Alors, s'il y a d'autres économies, là, l'économie totale et l'économie sur l'énergie sont les mêmes, mais si dans les données d'entrée, par exemple, on avait indiqué des frais de fonctionnement différents, ça aurait fait bouger ces colonnes. Voilà, c'était simplement pour partager avec vous ce petit calculateur qui permet par rapport de comparer deux situations d'investissement. Et c'est vrai que on l'a trouvé assez fonctionnel et assez simple à utiliser. La grande difficulté, ça va être de renseigner ces données d'entrée avec des valeurs qui sont les plus proches possibles de la réalité. Voilà, on termine avec un tout petit peu d'avance cette séance, mais en tout cas pour la partie présentation. Ceci dit, si vous avez des questions, moi je suis disponible pour y répondre. On vous mettra, hein, comme j'indiquais en début de séance, donc toutes les ressources, on essaiera de les mettre alors, au plus tôt sur la plateforme, et celles qui sont les moins lourdes, on pourra vous les transférer par mail. Moi, Yvan, Jérôme Adrianor, j'ai une question par rapport à la définition des IPE et est-ce qu'il existe des références? Tu parlais tout à l'heure, tu prenais l'exemple du fabricant de petits pois qui avait défini son IPE par rapport à cet homme de petits pois produits pour consommation électrique, par exemple. Alors, on va dire, il a un IPE interne, mais pour comparer son IPE à, je sais pas, une filière de production, genre les végétaux surgelés, est-ce qu'il y a des choses qui existent, qui sont publiées, par exemple, même pour le froid, sur les chambres froides, est-ce que un ratio de consommation électrique des groupes frigorigènes pour refroidir tant de mètres cubes de chambres froides, est-ce qu'on a des choses pour voir si on est plutôt correct, conforme? Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question, c'est un gros enjeu. Alors je pense que dans l'assistance, on a quelqu'un qui pourra te répondre mieux que moi, c'est François Lucas, qui, pour sa filière, a mis en place un observatoire de l'énergie, parce que c'est loin d'être évident de comparer. Alors sur le froid, peut-être que Cyril pourra aussi t'apporter des réponses. Il existe des ratios de consommation par mètre cube,
Mais François, peut-être que tu peux parler de l'Observatoire de l'énergie que tu as mis en place. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas d'ailleurs. Alors, c'est d'actualité. C'est un petit peu plus difficile en ce moment parce que suite notamment, on va dire, à la montée en compétence des groupes, les gens ont leurs références en interne. Mais bon, Ouais. ça fait une trentaine d'années. Nous, à Tecaliment, on anime un observatoire de l'énergie sur lequel on a 3 indicateurs de performance énergétique principaux. C'est les kilowattheures-tonnes, les centimes d'euros, enfin le prix d'achat de l'énergie, et les eurotonnes, donc les euros, le coût d'énergie à la tonne produite. Donc voilà des exemples d'indicateurs. Et puis sinon, là, on va publier, il est en relecture en interne, et puis on va publier pour notre secteur industriel, donc la nutrition animale, un guide un référentiel d'indicateurs de performance industrielle. À la base, ce référentiel était parti sur les indicateurs de performance énergétique, et comme on s'est rendu compte que de toute façon, les indicateurs de production étaient toujours, très souvent corrélés aux indicateurs de performance énergétique. Donc en fait, on a sorti un référentiel d'indicateurs, on va sortir un référentiel d'indicateurs de performance énergétique pour notre secteur, de performance industrielle pour notre secteur. Et du coup, on dérive aussi rapidement sur la performance industrielle. On voit que le lien, notamment quand on est vraiment sur la production, je parle pas là je parle vraiment des outils de production et je parle pas des annexes, un type chaufferie, air comprimé, où là on a les indicateurs spécifiques. Mais vraiment quand on est sur le procédé de fabrication, entre le performance énergétique et la performance industrielle, des fois quand on parle de performance industrielle, notamment de performance de production, c'est tous les indicateurs, type débit, on va pouvoir potentiellement glisser après sur les TRS, des choses comme ça. Voilà. Mais là, après c'est aussi un consensus. Là, pour ce qui est notre expérience à nous, ça a aussi été un consensus, on va dire sectoriel. On a réuni des exploitants, des automaticiens, pour que tout le monde travaille autour d'une table sur la définition de ces indicateurs. Voilà ce que je pouvais dire. Merci François. Je sais pas si Cyril est en ligne sur l'aspect consommation. Donc, je sais qu'il y a des consommations de référence pour les groupes froids par mètre cube sur du stockage en point négatif. C'est ce qu'on va retrouver plus facilement. Ouais. Il y a une étude, je crois, qui est européenne, pilotée par des Anglais, qui est récente là-dessus, en fonction de stockage, effectivement. Ok. Et c'est vrai que après comparer la consommation d'une entreprise à l'autre, c'est très délicat parce que chaque entreprise a ses spécificités en fait et son fonctionnement. Donc c'est là que c'est pas évident, quoi. Mais c'est pour ça que l'observatoire, ce qu'a fait Tech Aliment, c'est hyper intéressant parce que c'est pour une filière spécifique. Donc là, ils ont des données de comparaison chez leurs concurrents. Après, chaque structure, on dépend aussi de sa structure. Si on a des structures, on peut avoir des ratios un peu dégradés par rapport à d'autres confrères. Ok, merci. C'est bien, il y a encore des choses à faire. Ah oui, ça y est, pas de problème. Après, sur le choix des IPE, alors nous, on avait fait une opération collective de diagnostic énergie dans la boulangerie industrielle et on avait fait un guide. Je pense qu'on donnait quelques éléments sur le comptage. Si ça t'intéresse, on pourrait te le faire passer éventuellement. Mais je crois qu'il doit être disponible sur le site ADEME aussi. C'était pas le projet Contia, non, c'est pas ça. Non, Oui, Contia. Alors Contia, donc c'est François aussi qui a participé. Contia, c'était pour mettre en place le comptage. Donc il y a eu des recueils de conseils qui ont été mis en ligne sur tout ce qui présentait les technologies de comptage de mémoire. Oui. Je sais plus sur Contia. François, est-ce que tu peux m'aider ce qui a été fait parce que toi tu es impliqué sur le projet? Contia, c'était surtout à la base, l'idée, c'était, il y a eu des indicateurs de défini, il y avait combien, 15, je me souviens plus le nombre de sites pilotes qu'il y avait. Donc, c'est des sites pilotes dans l'agroalimentaire, plusieurs sites pilotes, mais dans différents secteurs industriels. Donc, déjà, avec l'impossibilité quand on est sur différents secteurs industriels de se comparer l'un par rapport à l'autre. Mais l'objectif principal était là, la définition des moyens de comptage. Okay. Donc forcément, une fois qu'on a des moyens de comptage, on a des indicateurs derrière pour exploiter ces moyens de comptage, mais le travail principal portait sur la définition des moyens de comptage, où les mettre en place, comment les mettre en place, comment les dimensionner, voilà.
l'erreur de mesure. Voilà, on était sur un aspect quand même. Après, il y a eu des indicateurs de mis en place, des indicateurs, mais on était vraiment là sur le déroulé de la mise en place d'un plan de comptage, ce qui n'est pas forcément facile. L'idée, c'était aussi de relever les difficultés de mise en place de ce plan de comptage, les incohérences, type des choses classiques, les longueurs droites pour mettre en place des débitmètres qui n'étaient pas respectés, ou des petites anecdotes des gens qui dimensionnaient leur compteur gaz ou leur débitmètre vapeur en fonction du diamètre de la canalisation et pas en fonction du diamètre, enfin du débit passant dedans. Enfin, voilà, plein de petites choses qui ont pu être relevées comme ça. Voilà, mais on était moins sur les indicateurs que sur les moyens de comptage en tant que tel. Voilà ce que je pouvais dire, Vincent. Yvan, pardon. Merci. Pour info, là, je partage à l'écran donc un document qui a été fait donc en juin 2015 suite à une opération collective de diagnostic énergie donc dans l'énergie, dans le secteur de la boulangerie industrielle. Et donc vous avez toute une partie qui concerne la mise en place de plans de comptage. Alors c'est appliqué au secteur de la boulangerie industrielle, mais finalement ça peut être assez transversal à Autre secteur. au secteur agroalimentaire. Et donc voilà, il y a une partie qui explique comment choisir ces indicateurs. Donc en fait, on l'avait utilisé, l'ADEME a sorti un recueil très intéressant sur la mise en place sur le comptage. On s'en était inspiré et on l'avait adapté en fait au secteur de la boulangerie industrielle avec les différents niveaux. Quelques exemples en plus. Donc là, on avait repris des données issues d'opérations. Donc ça, c'est disponible si vous tapez les mots-clés du méthodologique consommation d'énergie filière boulangerie industrielle. C'est disponible en téléchargement. Je crois qu'il est toujours sur le site ADEME. J'ai encore vu récemment. Sur le site ADEME? D'accord. Ouais. Merci Yvan. Je t'en prie. Est-ce qu'il reste des questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. On arrive à l'issue de l'heure, c'est parfait. Merci en tout cas pour votre participation et les échanges intéressants. Et donc on se retrouve demain à 10h, pareil. Merci à tous et bon appétit. Merci. Merci, au revoir. Demain.